Maintenant que vous avez bien compris toutes les bases et les fondements théoriques de la comptabilité carbone avec Maxence, quelles sont les étapes à suivre? Voici comment cadrer les étapes d'un BGS classiquement. Donc, en premier lieu, le cadrage est fondamental, tant sur le périmètre de votre organisation que sur la temporalité de votre bilan. La temporalité, c'est est-ce que je cherche un résultat sur un mois, sur un an, sur une année civile, sur une année comptable? Sur quelle période aurais-je le plus de données d'activité consolidées? Toutes ces questions vous permettront de définir la temporalité de votre bilan. Le périmètre, soit la liste de mes installations, bâtiments, équipements, est-ce que j'ai bien en tête tout ce que ça inclut? Est-ce que depuis mon dernier bilan, le périmètre a évolué par exemple? Ensuite, on passe à l'étape 2, soit l'identification des sources d'émissions. Cette partie permet d'identifier tout ce que notre activité peut générer comme émission. On parle souvent de cartographie des flux. Donc avoir bien en tête tout ce qu'on consomme, c'est tout ce qui rentre, mais aussi tout ce qu'on vend, distribue, c'est tout ce qui sort. Et on va faire un zoom là-dessus. Et vous allez le voir, l'outil vous guidera à identifier ces sources en vous posant des questions. Ce listing des sources d'émissions obtenues, c'est votre liste des données à collecter. On passe alors à la phase 3, la collecte des données en elle-même. Donc à la fois les données d'activité, en notant pour chaque donnée qui peut l'avoir en sa possession, donc les personnes ressources, et les FE correspondants, les facteurs d'émission correspondants. Mais aussi les hypothèses, vous n'aurez jamais 100% des données idéales, il faudra faire des estimations, il faudra faire des extrapolations. Donc c'est important de les consigner pour le futur bilan et mesurer l'impact des actions entreprises en termes de gains en fiabilité des données. Cette phase, c'est 60% du temps d'un bilan, donc c'est pas négligeable. Et enfin, la phase 4, c'est le calcul en lui-même. Le calcul est assez rapide si la collecte des données a été bien faite. C'est la partie sur laquelle on peut s'appuyer sur un outil. Ça nécessite une expertise, formation pour pouvoir par contre analyser les résultats du calcul. Et on espère que vous aurez, vous, quelques billes après cette formation. Phase 5, le plan de transition, soit la phase la plus importante du bilan. On en parlait en introduction. On ne compte pas pour compter, mais on compte pour agir. Donc, la construction du plan de transition, faire un brainstorm en équipe sur le choix des actions prioritaires qui doivent porter sur les gros postes, sur les actions immédiates, celles qui sont faciles à mettre en œuvre, ou sur les actions stratégiques, donc plutôt à moyen long terme. Est-ce que le plan obtenu respecte bien les objectifs cadres dont on va rediscuter? Qui va mettre en œuvre les actions derrière? Quels indicateurs associés à ces actions vont permettre de suivre leur efficacité? Et enfin, 6e et dernière étape, la publication des résultats en ligne. Ça, c'est plutôt propre aux démarches réglementaires, mais n'hésitez pas, de manière volontaire, à communiquer vos résultats de manière transparente. Et en parallèle de ces 6 étapes, il y a toute la phase de sensibilisation, de mobilisation des parties prenantes pour le passage à l'action, pour les responsabiliser, pour les sensibiliser, pour vulgariser ce qui va être fait. Et toute une phase de documentation donc, de toutes les hypothèses, de tout ce que vous avez mis en place pour que ça vous serve lors du renouvellement du bilan. On va faire un petit zoom sur l'étape 2, à savoir l'identification des sources d'émissions. On parlait tout à l'heure de vision exhaustive du bilan, de vision en empreinte, d'émissions indirectes. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est ici que ça se passe. Pour inclure l'ensemble de ces émissions directes et indirectes, qu'est-ce que c'est? Les émissions directes, c'est le plus évident. Si on met une cloche au-dessus de l'organisation, c'est tout ce qui va être émis sous cette cloche, donc au sein des bâtiments de l'organisation ou par les véhicules qu'elle détient. A contrario, les émissions indirectes, c'est tout ce qui va être émis en dehors de cette cloche, mais qui sont quand même nécessaires à l'activité ou au fonctionnement de l'organisation. 2 exemples. Les achats, par exemple, d'un ordinateur, les émissions associées de sa fabrication ont lieu en dehors de la cloche, loin de l'organisation. Pourtant, sa fabrication est bien nécessaire au fonctionnement de l'orga sous la cloche. Et donc le bilan va inclure ces émissions. Même exemple pour les déplacements domicile-travail. Même si ces déplacements sont réalisés par des véhicules non détenus par l'organisation, ils sont bien inclus au bilan. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. L'implantation, le lieu d'implantation de l'organisation, sa proximité ou non avec des solutions de transport en commun, avec des pistes cyclables, le soutien de l'organisation pour le télétravail, va influencer la manière dont les collaborateurs vont venir travailler. Donc, c'est une émission à inclure. En conclusion, si on ne regarde que les émissions directes sous la cloche, on aboutit à une vision limitée de la responsabilité climatique d'une entité. Seule une vision globale permet d'identifier les actions les plus pertinentes. L'organisation doit donc identifier l'ensemble des flux entrant et sortant de la cloche et les flux internes.
Flux d'énergie, de matières premières, de personnes, de produits, de déchets, etc. qui sont nécessaires à son activité, quel que soit celui qui en est responsable. Il s'agit ici de la logique de la dépendance au carbone. Si un flux influence ou est influencé par l'activité de l'organisation, alors on ne se pose pas de questions et on l'intègre au périmètre. Tous ces flux, l'énergie, les matières premières, les personnes, les produits, les déchets, générant les émissions de l'entité, on va les ordonner selon des catégories prédéfinies qu'on appelle postes. Voici une manière fréquente de représenter ces postes, et ce n'est pas la seule. Certains postes seront évidemment plus émissifs que d'autres. Quelques exemples de reporting pour appuyer mon propos. Les émissions indirectes, c'est généralement 80% des émissions d'un bilan, voire plus en fonction de certains secteurs d'activité. Si on prend les hôpitaux, les émissions indirectes représentent de l'ordre de 70 à 90% des émissions totales. Les flux dont vous êtes responsable, vous pouvez les réduire directement, avec des actions de réduction diverses, la mise en place de nouvelles solutions plus efficaces, par exemple réduire la consommation d'énergie de vos bâtiments, très classique. D'un autre côté, les flux induits par votre activité, que je viens de présenter, ce n'est pas parce qu'on appelle ça des émissions indirectes qu'il ne faut pas agir dessus ou que vous ne pouvez pas agir dessus. Vous pouvez les réduire indirectement. Si on reprend l'exemple de l'achat de l'ordinateur fabriqué ailleurs, vous pouvez acheter plus ou moins de quelque chose. Vous pouvez acheter mieux, acheter reconditionné, si on reprend cet exemple. Si le coût de leur obtention augmente, prix de la matière première, prix de la livraison, etc., votre activité sera impactée. S'il y a une pénurie de ce flux, votre activité sera impactée. Et si la contrainte carbone augmente, par exemple la baisse d'utilisation par les clients finaux des véhicules thermiques pour un fabricant de véhicules thermiques, l'activité sera durablement et significativement impactée. C'est aussi ça, la logique de la dépendance au carbone. Et voilà la dernière slide sur la théorie. Donc, pour conclure, la complexité scientifique de la comptabilité carbone, qu'on espère avoir vulgarisé au maximum, le fait d'avoir plusieurs GES, plusieurs PRG, plusieurs durées de vie, le fait que les facteurs d'émission ne soient pas des mesures, mais des calculs, des moyennes, et donc avec de l'incertitude, etc., nécessite de suivre des méthodes consensuelles. Ok. Il faut faire, refaire et refaire à nouveau. La comptabilité carbone s'apprend petit à petit et devient de plus en plus facile. Oui, il y a des incertitudes, mais ce n'est pas un problème. Même avec des ordres de grandeur, on peut identifier les postes prioritaires et savoir où et comment agir. L'incertitude, c'est associé à n'importe quel exercice mathématique et ça ne doit pas décrédibiliser le bilan que vous allez obtenir. Autre point, cela reste une approche monocritère carbone. Même s'il y a souvent des co-bénéfices à la réduction des émissions carbone sur d'autres indicateurs, gardez bien en tête les autres limites planétaires, gardez bien en tête les autres indicateurs économiques, sociaux. Ne cherchez pas à réduire le résultat en restreignant le périmètre. Gardez cette logique de responsable ou dépendant. L'obtention de données complexes ou longues n'est pas un argument pour réduire le périmètre ou le résultat. Le risque de double compte non plus. Un petit exemple, si on compte l'impact de notre chaîne amont, par exemple de nos fournisseurs, et que cette chaîne amont compte l'impact de leur chaîne aval, donc leurs clients, oui, il y a bien un double compte. Mais c'est normal, les deux, clients et fournisseurs, sont mutuellement dépendants et donc doivent prendre en compte les émissions associées à leur bilan. Et enfin, dernier point, les piliers B, émissions évitées, et piliers C, émissions négatives, émissions séquestrées, ne minimisent pas ou ne réduisent pas votre bilan. Ce qui importe, ce n'est pas si le résultat est important ou pas, est grave ou pas. Ce qui compte, c'est de pouvoir mettre en place des actions sur vos émissions pour les réduire.